Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur votre K-Podcast, là où la Kitschy attitude est au rendez-vous. Nous avons aujourd'hui un invité de marque, Bass Dème. Vous êtes artiste-interprète franco-sénégalais. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 19 ans dans les années 70. Avec un CV aussi impressionnant que le vôtre, vous êtes une référence dans le milieu culturel et cinématographique de la diaspora en France et dans le monde, on dira. Bienvenue et merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation ici à K-Podcast. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très honorée en tout cas de vous avoir, de voir enfin devant moi une référence en tout cas pour nous en tant qu'Africains aussi. Je vous ai vu à la télé, donc c'est une très 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 grande fierté. Et pour nos auditeurs qui nous suivent et qui viennent de prendre le train en marche, c'est K-Podcast. Nous allons commencer avec nos instants souvenirs. Cette première tranche qui va être consacrée un peu à parler un peu du passé. Alors, Bass, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous avez fait le choix de venir en France. Oui, Donc, je voulais savoir pour quelle raison. C'est les parents. Hein. Les parents ont émigré, la famille a suivi. D'accord. Voilà, c'est pour mon cas personnel. Hein. Mhm. C'est que les parents sont partis, on était obligés de suivre. Oui. Et puis notre vie s'est passée là, quoi. Très bien. Mais s'il y avait le choix, je resterais là-bas. Ah. Oui. S'il y avait le choix, je resterais là-bas. Mais bon, au départ, on ne sait pas. On part, on a toujours envie de partir. Tout le monde a envie de voyager. Les gens, ils voyagent depuis la nuit des temps. Partir, ça fait partie du truc. Donc voilà, c'est tombé en France. Ça aurait pu être en Chine ou en Angleterre ou en Hollande, je sais pas, mais c'est en France. Justement, en parlant de ça, ça aurait pu tomber partout et c'était pour ça que j'avais demandé c'était quoi votre choix. Mais parlez-nous un peu du rêve du jeune Africain, parce que dans le temps, à votre époque, est-ce qu'on pouvait dire que voilà, le rêve c'était de venir en France? Parce que vous me dites non. Non, c'était pas de venir en France. Hein. C'était pas ça le rêve du tout. Parce que si je peux raconter une anecdote mon premier billet, c'était un bateau, je l'ai vendu. Je l'ai vendu parce que je ne veux pas y aller. J'avais 18 ans. Donc, le second billet, on m'a bien attrapé dans les bains et tout, me mettre dans le bateau, jusqu'à que le bateau s'en aille. Le monsieur qui m'a accompagné, il était en bas. Donc, je le vois tout petit, qui me dit au revoir. Et comme ça, le bateau est parti. Donc, je ne pouvais pas vendre le deuxième billet. En ce qui me concerne, je venais de comprendre la vie, parce qu'avec les éducations qu'on a reçues, très carcérales, quand le père est parti, on était enfin libre. Donc, on pouvait sortir, bouger un peu plus en attendant de venir en France. On ne savait pas qu'on allait venir en France. Et donc, comme je commençais à découvrir la vie, en Afrique, je n'avais pas envie de partir. J'avais plutôt envie de rester là, libre, découvrir. Donc, finalement, j'ai rejoint mon père en France. Alors, voilà. Mais ce n'était pas un rêve du tout. Voilà. Très bien, je note. Alors, vous êtes de Thiès ? Oui, je suis originaire de la ville de Thiès. Voilà, de la ville de Thiès. Et j'ai cru comprendre que les débuts, comme tout jeune, les parents se sont un peu opposés à votre choix d'évoluer dans le milieu de la culture, c'est ça, et des arts? Disons, le père surtout, ma mère n'a pas posé de problème. Ma mère, à 9 ans, m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'avais déjà répondu théâtre. Avant même de savoir, vous saviez déjà ce que vous allez faire? Avant même de savoir que j'allais venir en France plus tard et faire ce métier. Mais déjà, à 9 ans, au Sénégal, quand on m'a posé la question, que veux-tu faire quand tu seras grand? J'avais répondu théâtre. Et je me souviens, ma mère était plutôt fière. Et mon père n'a jamais voulu que je fasse ce métier. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et pourtant, vous avez fait vos preuves, que ce soit avec le Théâtre Noir de Paris, vous avez enchaîné, signé avec les grands noms, avec les Jean Giraudoux, les pièces de Shakespeare, Aimé Césaire. Vous avez fait vos preuves, vous avez montré. Comment vous pensez qu'après, avec le temps, le papa, par exemple, il a changé d'avis? Malheureusement, il est plus là pour voir que je me suis accroché à ce que j'aime, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire? Ou tu veux être voleur, ou médecin, ou avocat, ou je sais pas moi, ou chanteur, ou ébéniste, ou éboueur. C'est un choix. Et donc, mon père, lui, quand je lui en ai parlé, il n'était pas trop content. C'est plutôt, qu'est-ce que tu veux faire? Justement, quand je suis arrivé à 19 ans, il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais dit théâtre, j'ai failli recevoir une baffe. Donc, tu vois... Justement, vous avez dit un mot qui me touche, qui m'interpelle, parce que moi aussi, je suis née, j'ai grandi au Tchad. Oui. Je suis arrivée, là, maintenant, depuis quelques mois, à 35 ans ici en France. Mais cette question du choix,
Quand il s'agit de faire un choix, quand on veut embrasser une carrière culturelle et artistique, se pose généralement, que ce soit aux anciennes générations, tout comme aux nouvelles générations. Quelle est votre appréciation de ce choix-là, le fait que les parents refusent, en fait, décident à la place des enfants, quoi. C'est un déchirement de toutes les façons. Même si on est grand, on quitte le pays avec ses propres raisons en soi et qu'on va ailleurs, dans tous les cas, c'est un déchirement. Qu'on soit bien accueilli dans le pays où on va ou pas, on est toujours déchiré, sachant qu'on n'est plus là où on était censé être quand on a vécu. Mais comme là, les choses bougent, l'histoire, les géopolitiques, les trucs, la vie bouge, il ne faut pas trop rester dans le passé. Parce que si on reste beaucoup trop dans le passé, on n'avance pas trop. Il faut voir la vie au présent, qu'est-ce qu'on peut faire pour la changer, pour la transformer, pour qu'elle soit meilleure. Comme nous, Africains, on attend beaucoup trop des autres, or que nous avons tout pour nous en sortir. Sauf que bon... Et donc, c'est bien justement de dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments qui font que ce que vous venez de dire sur toute cette question-là me ramène à vous poser cette question de comment est-ce que il faut évoluer, il faut accepter, il faut vivre, mais comment vous avez fait pour, dans la vie présente que vous abordez tout à l'heure, comment vous avez fait pour concilier la vie de chef de famille et votre travail? Parce qu'il fallait avancer à un moment ou à un autre. Avant d'être chef de famille, j'étais célibataire pendant longtemps. Quand j'avais 19 ans, je ne me suis pas marié tout de suite. C'est clair. Il fallait s'en sortir, travailler, puisque la vie se passe là. Pour l'envie de rentrer chez soi en Afrique, c'est dire je suis dans mon pays. Et quand tu sais que tu es dans ton pays, tu as des gros problèmes, tu ne trouves pas de travail, et qu'il n'y a aucune possibilité pour les jeunes de faire quoi que ce soit et tout, qu'il y a des dysfonctionnements, soit trop religieux, soit trop magouille politique, il n'y a pas de perspective, tu fais quoi? Une fois que tu es à l'étranger, si ta vie, tu l'as construit là où tu existes sur Terre. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Je ne sais pas comment, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai pris la vie comme ça venait, quoi. Parce que c'est un cadeau déjà, la vie. Oui, il fallait se battre pour pouvoir gagner sa vie, travailler au quotidien, s'acharner. Même qu'on soit en Afrique, surtout en Afrique, si on voulait comprendre qu'on peut changer notre vie, c'est sur place, et on a tout. Moi, je crois que si je pourrais parler d'un mot, c'est le mot amour. C'est ce qu'on n'entend pas souvent. L'amour entre les gens, que si on s'aimait beaucoup, un peu plus, la vie, qui est un cadeau, c'est extraordinaire parce que plein de gens ne voient pas ça. Ça ne coûte pas €1 de regarder la lune ou le soleil ou profiter de sa chaleur. Il y a plein de belles choses, les vers de terre, les animaux, l'océan et la respiration. On respire, tu sais, aujourd'hui on met des masques parce que on est attaqué. Mais c'est ça notre cadeau, la vie. Et elle est merveilleuse. Mais par contre, le monde des hommes, c'est dommage, les gens ne s'aiment pas du tout. Qu'ils soient de la même religion, qu'ils soient même de même ethnie. Et puis il y a les pays. Par exemple, le Tchad, le Sénégal, on est loin, mais on a des ramifications historiques. Le Mali, Burkina Faso, le Niger, Tchad, c'est tout ça. L'Alé, on dit bonjour chez vous, Nombada, Nangada. C'est la même force. Les Africains, ils ont été divisés comme ça, mais ils se sont confortés dans ces petits États. Donc, si on se rassemblait un peu plus avant même de casser les frontières, mais s'aimer davantage et faire le business ensemble, la culture ensemble, et au lieu de faire comme les Occidentaux ont fait, ou les Arabes, mais nous, qu'est-ce que nous voulons pour notre Afrique? Mais ça va changer. Au lieu d'avoir trop d'interdits, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Personne ne réfléchit, alors qu'on a tout aujourd'hui pour que l'Afrique soit meilleure pour les enfants à venir. Parce que si on reste dans le passé, on fait que pleurer toute la journée. Ben oui, il faudrait sortir de ce passé et avancer justement une très belle transition pour passer Parce que la mort, c'est tout de suite. La vie, c'est tout de suite. Donc si on attend, et puis surtout les enfants d'aujourd'hui, il faut d'autres façons d'enseigner. Par exemple, qu'on se connaisse davantage. Si je suis Peul, il faut que j'apprenne le Wolof. À l'école, les jardins d'enfants, que les gosses apprennent les langues des autres, déjà à l'école, petit enfant. Après, s'il faut parler français ou anglais, ils l'apprennent tous ensemble, mais après, déjà, ils peuvent communiquer. Si déjà, c'était ça, l'Afrique, on pouvait parler les langues des uns et des autres appris, je suis sûr que ces enfants-là, dans 20 ans, ils vont créer une nouvelle langue que toute l'Afrique de l'Ouest va parler. Parce qu'ils ont l'habitude de parler les langues. Et tout d'un coup, il y a un pidgin qui va sortir de l'ensemble de ces langues-là. Bref. Ça a déjà commencé un peu partout, comme on va voir. Oui, ça commence, mais... Justement. En tout cas, l'Afrique, c'est un bonheur. Justement, je retiens l'humain, je retiens l'amour, je retiens tout ce qui manque aujourd'hui, qui peut faire cette force-là pour pouvoir avancer. C'est ça.
encore une fois, c'est une très belle transition pour passer à notre deuxième tranche. Pour ceux et celles qui viennent de prendre le train en marche, vous êtes bien sur K-Podcast et nous avons aujourd'hui comme invité le grand Bass Dème, qui est un artiste-interprète franco-sénégalais qui est avec nous sur le studio aujourd'hui, au studio. Et nous allons, dans le cadre de l'actu, vous avez déjà abordé, en fait, vous allez, comme on dit, un peu marcher sur ma langue, vous avez parlé de la Covid. On ne peut pas parler d'actualité sans parler de la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui. Voilà, justement, ça, voilà, de plein fouet. Vous-même, vous savez, vous le vivez. Comment vous, en tant qu'artiste, vous vivez cette crise? Pas en tant qu'artiste, en tant qu'humain. Parce que c'est un virus, c'est chimique. De ce côté-là, on est tous pareils. Le monde entier, c'est chimique. Mais comment ça affecte votre profession, justement? Mais grave, en ce moment, tout est fermé. Les théâtres sont fermés, il y a peu de tournages. Bon, peut-être il y en a qui font du doublage. En tout cas, voilà, c'est terrible, terrible. Moi, je n'ai pas travaillé, par exemple, depuis l'année dernière, mais je ne me plains pas parce que j'ai beaucoup travaillé les 6 dernières années. Mais il y en a d'autres qui ont perdu leur boulot. Non, c'est une catastrophe. C'est terrible. Bon. Voilà ce que j'en pense, c'est comme tout le monde, quoi. Ça, et je me protège comme tout le monde. Justement, on fera encore un petit message de sensibilisation à tous celles et ceux qui nous suivent. Respecter les gestes barrières, il faut se protéger. Respecter et se laver les mains avec du savon tout le temps. Porter les masques. Et se protéger, quoi. Se protéger, les distances. Voilà, c'est terrible. Personne ne sait d'où ça vient, ou on sait d'où ça vient, mais en tout cas, le truc existe. On voit que ça fait des morts. Tu me dis, beaucoup pensent que ça n'existe pas, mais ça existe justement. Le truc est bien là. Hein. Moi, j'ai eu un ami au Sénégal qui l'a eu, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, alors, combien de jours tu es resté à l'hôpital? Il m'a dit, non, je n'étais pas à l'hôpital, on m'a donné le truc là, je sais pas, mycine, et j'étais chez moi en traitement et ça va mieux. Et par contre, il m'a dit que le truc, ça te fatigue, ça existe parce que même moi, je l'ai eu. Moi qui vous parle, je l'ai eu. Donc, voilà, il avait 69 ans, donc il s'en est sorti, mais il est confiné chez lui, il ne sort pas, il reste tranquille. En attendant qu'il trouve les piqûres, les bonnes piqûres, et piquer encore les gens, et que ça reprenne quoi la vie. Parce ça que là, existe, la Covid-19 existe, même moi j'ai été testée positive, je l'ai eu, je suis guérie certes aujourd'hui, mais c'est pas une chimère, ça existe pour ceux qui pensent que c'est faux. Il faut faire juste attention, respecter les gestes barrières, et en attendant, Inch'Allah, d'avoir un vaccin. Et là, vous passez pas les microbes, ben non. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous me rassurez parce que... Non, je vous rassure, il n'y aura rien du tout. Bon. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'est pas souvent qu'on m'invite pour parler de blabla, tout ça. Ça me touche en tout cas. Mais on va passer à une deuxième question par rapport à l'actu. Nous sommes quand même, vous passez au mois de mars pour cette tranche de l'émission. Quel constat vous faites? Parce que le mois de mars, voilà, c'est symbolique. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. C'est le mois où on lutte à l'acharnement. Je suis arrivé le 8 mars en France, donc je ne peux pas l'oublier, la journée de la magnifique. Femme. Alors, raison de plus pour aujourd'hui me livrer votre impression. La mère de mes enfants, elle est née le 8 mars, donc je ne peux pas oublier le 8 mars. C'est double date, quoi. Ouais, triple. Triple, parfait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la place qu'on accorde à la femme et, dans votre cas, dans le secteur, dans le milieu de la culture, notamment du 7e art, du cinéma? Comment jugez-vous la place qu'on accorde à la femme? C'est terrible, parce que je ne vais pas parler que du 7e art, mais l'ensemble du monde même. L'idée de la femme, moi j'ai l'impression, depuis que je grandis, que je vois quels sont les liens avec l'enfant et sa maman, et les parents, les pères avec les mamans, donc nos sœurs, nos mères, nos grands-pères. On ne leur a pas donné la place qu'elles méritent. C'est aussi simple que ça. Et puis en général, même entre hommes, le plus fort écrase les plus faibles. Et comme semble-t-il, du point de vue physique, les femmes sont plus faibles, et les hommes méchants en profitent tout le temps. Et ça, c'est partout dans le monde, religieux ou non religieux, chrétien, artistique ou pas. On ne veut pas voir la vérité. Parce que s'il y a une personne, pour moi, modestement, si Dieu existe et qui est proche de Dieu, c'est la femme. La femme, c'est l'être la plus proche de Dieu, parce que les fibres chimiques, sentimentales qui nous font donner la vie, la femme la ressent avant l'homme. L'enfant dort avec son corps. Et souvent, c'est les femmes qui gèrent les vieillards. C'est les femmes qui gèrent la famille. Les hommes ne sont jamais là. Et on connaît les histoires des femmes, comment elles sont battues. En Europe, par exemple, Olympe de Gouges et d'autres qui se sont battus pour avoir leurs droits. Et il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se battre, surtout en Afrique, parce qu'ils ne connaissent pas cette histoire de droit. Le droit par rapport au pays, est-ce que la République, ils ne savent pas.
Donc moi, je trouve que la femme est toujours bafouée et surtout que l'homme a peur de laisser la place à la femme. Voilà, moi, ce que je pense dans le monde entier, que voilà, ben, moi, j'ai du respect maximum pour les femmes. Ce serait bien de les laisser plus de place, les écouter plus, les respecter plus. Mais par contre, par rapport à ce que vous dites sur le monde du cinéma, les femmes violées, des histoires, ceci, mais ça se passe partout, malheureusement, même dans les familles. Ça a été pardonné jusqu'à aujourd'hui. Et on n'ose pas le dire, on se tait. Parce qu'encore plus, en ce moment, il y a, parce que il y a les gens toute osent une parler. campagne autour de Mais tout ce qui est lié à l'inceste et tout aussi. C'est malheureux pour de savoir que cela. des choses comme ça existent depuis la nuit des temps. Les gens, voilà, ils profitent de leurs enfants, profitent de la femme de l'autre, ainsi de suite, violent si je veux pas. Voilà, c'est bien malheureux. Moi, j'ai pas de remède parce que, voilà, je sais pas, mais j'ai pas de remède. C'est bien triste. C'est l'état du monde. La vie, elle est belle, mais notre monde à nous, c'est un monde de... Je pense que vous avez un remède, et justement, ce remède-là, nous avons tous un remède, nous, à notre manière, parce qu'en fonction des professions que nous exerçons, nous avons un pouvoir, en fait, un petit pouvoir, on va dire, mais d'exercer un changement, que ce soit en sensibilisant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le théâtre, dans le cinéma, qui ont traité ces problèmes-là. Oui. Par exemple, regardez l'histoire de l'amour, pour revenir là-dessus. Combien de gens, depuis que la musique existe, ont chanté l'amour? Vas-y. Depuis les chants de coton, bien avant, les gens chantent l'amour. Elle est où l'amour sur Terre? Les gens se détestent de plus en plus. Bah oui, dans le monde entier. C'est terrible. Donc c'est ça qui manque. C'est pas l'argent qui manque. C'est pas les diamants de Mars ou ailleurs le problème. Il y a beaucoup de richesses sur la planète qu'on n'a même pas encore fini de voir. Mais c'est l'homme, voilà, avec des autres plus, on va crever. Je t'aime pas, t'es blanc, t'es noir, t'es musulman, t'es chrétien. Mais quel monde? Moi, je préfère être dans le monde des vers de terre, profiter de la lune et du soleil et voir le bonheur en face. Ça veut dire, moi, c'est pas moi qui détiens le bonheur. Le bonheur, il n'existe que parce qu'il y a une personne qui vient en face de moi. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Tout le monde pense que c'est que pour sa gueule qu'on est sur Terre. Eh bien, si c'est que pour ta gueule sur Terre, c'est bien malheureux. On est là que pour l'autre. Et si on est là pour l'autre, on peut pas souffrir au quotidien parce qu'on s'occupe des autres. Même si on n'a pas 1 euro, mais on pense aux autres. Et moi, je pense que la vie, si on cherche une solution, un but, c'est l'autre. Comment, voilà, avec l'autre, qu'il soit tchadien, sénégalais, bouddhiste, je sais pas quoi, humain, bipède, qui marche à 2 pieds, qui réfléchit avec un cerveau. Voilà, aimer l'autre. Vous avez dit un mot qui fait partie des valeurs, en tout cas, c'est les vraies valeurs du K-Podcast, c'est l'humain. L'humain. Voilà, c'est l'humain, c'est la valorisation de l'humain, du talent, de la culture. Mais et effectivement, vous avez tout à fait raison. Et puis la culture, c'est pas simplement dans les grandes places comme l'opéra ou les théâtres ou les grands cinémas. La culture, elle est même partout chez les aborigènes. Il y a Paco, Capaco d'Amérique latine. Chez les Pygmées, c'est partout. Parce que, par rapport à l'écologie, on se dit que oui, il y a des problèmes d'écologie. Or qu'avant, comment les gens ils allaient aux toilettes? Quand les gens allaient aux toilettes avant, il y a la nuit, disons, il y a 400 ans, tout le monde faisait dehors. Et quand on faisait dehors, comme les animaux, eh ben, la nature, elle était belle. Elle vivait. Aujourd'hui, non, tout est canalisé, tout est fermé dans des canaux, nanana, et puis les poubelles, on ne sait pas quoi en faire. Bon, ça commence. Il y en a qui réfléchissent à transformer le plastique en briques. En Afrique, il y en a qui commencent à changer les trucs, nos saletés en engrais. Mais en Afrique, c'est pareil. Ils travaillent. Si on travaille, on a tout. Et ne pas attendre que Dieu nous mette en paradis, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est qu'est-ce qu'on fout sur la terre? Est-ce qu'on est là pour aimer ou détester les gens ou est-ce qu'on est là pour l'autre? C'est ça le but de la vie. Aimer l'autre. Sujet sûrement d'une prochaine émission où vous allez revenir et qu'on en discutera en tout cas en profondeur. Nous allons passer à une autre rubrique, en tout cas du podcast, qui est le petit plus, cher Bass. Et ce petit plus-là me permet, en tout cas, vous savez, j'ai découvert que vous avez une autre casquette parce qu'entre 1999 et 2005, vous étiez à fond, en tout cas dans la musique, et vous avez même formé un duo musical, les Mix Brothers, avec Franck Dimanche. Est-ce que vous pouvez me faire cet honneur? Est-ce que vous pouvez me faire cet honneur de me faire un petit a cappella quand même, hein, mais de quoi? Vous avez une casquette de chanteur, je ne le savais pas. Chanteur, non. Interprète, oui. Disons chanteur, non, parce que comme j'ai une voix de crapaud, je ne peux pas dire que j'ai... Mais alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les auditeurs, alors, en quelques secondes? Mais j'explique d'abord cette histoire de musique, parce que je ne suis pas musicien, si vous voulez. J'aime la musique, j'en ai fait en tant qu'amateur, je continue d'en faire, mais cette histoire de Mix Brothers, c'était un monsieur, on avait créé un groupe, c'était bien parti, mais c'est lui qui m'a mis dedans. C'est pas moi qui suis parti pour rentrer. Après, au bout de 5 ans, c'était fini. On a fait un album
qui n'a jamais été dans le marché. Donc, c'était une belle aventure pour moi. donc, on va passer... Par contre, et ce qu'on faisait, parce que moi, quand il m'a rencontré, j'ai chanté du Bobby Lapointe dans les bars. C'était une époque difficile, pas de travail. Donc, pour gagner ma vie, des fois, au bar, vite fait, je chantais une chanson française. Et voilà, j'arrivais. Et ça donne quoi aujourd'hui en 10 secondes, un petit Bobby Lapointe? Mais ça fait longtemps que en fait, c'est le Bobby Lapointe. Ah bah oui, bah voilà, j'ai creusé là. Donc on a terminé après le Bobby. On a terminé après le Bobby Lapointe. Alors par contre, non, on va passer à une autre question. Je voudrais juste que vous puissiez faire rêver les auditeurs. Faites-nous rêver. C'est vrai que je connais le Sénégal. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué au Sénégal, que ce soit une ville qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ne me parlez pas du Tchèp-Djen parce que tout le monde connaît, encore moins du Dibi que j'adore. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur le Sénégal qui peut nous marquer? Faites-nous rêver. Faites-moi rêver. En fait, là, vous parlez de bouffe, là. Ah non, moi j'ai choisi le côté culinaire. Donc, c'est pour ça, justement, donc, par rapport à ça, moi, j'ai un plat au merenga. Couscous au merenga, si je peux dire ça. Mais chez nous, en poulard, on dit latiri. Latiri, ça veut dire couscous. Latiri hako. Hako, ça veut dire l'herbe. C'est en peul, là. En peul, latiri hako. Et ça, c'est un plat national peul. Et c'est puissant. Et c'est très, très bon. Et puis, la sauce, en peul, on dit tchakoudi. Des fois, il manque des herbes. On dit wadnam tchakoudi. Et le goût de cette herbe est superbe. Et puis, ça soigne beaucoup. Le moringa? Oui. Et puis le plat, il est très bon. Ça se fait soit avec des poissons, des fritures de poissons, soit il y en a qui mélangent la viande, ainsi de suite. Mais ce que j'aime le plus, c'est les villages sérères. Au Sénégal, indépendamment de la bouffe, les villages sérères. Je ne sais pas si vous connaissez, comme Popengine. Oui, tout ça. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire, parce que je suis parti très tôt. Oui. Et comme je vous disais, nous, on était tout le temps enfermés. Vous êtes parti très tôt, mais vous maîtrisez quand même cette recette, en tout cas. Laquelle? Du tchakori hako. Ça, c'est à la maison qu'on le mangeait. Et donc, ça veut dire que nous, on était tout le temps enfermés. On ne sortait pas de la maison. on était toujours enfermés. Et donc, voilà. Et quand il a fallu connaître le Sénégal, je n'avais pas envie de rentrer, j'avais envie de découvrir tout, mais je ne connais pas tout. Par exemple, je ne suis jamais allé au Fouta. Pour un Peul, c'est honteux presque. Mais on a grandi à Thiès, Dakar, voilà, comme un peu, comment dirais-je, ils disent du Djeri, genre t'es pas né chez toi, quoi, t'es d'ailleurs. Et ici, pareil, on est d'ailleurs toujours. Donc c'est difficile. Justement, vous êtes en train un peu de rentrer dans la question que je voulais vous poser. Quelle place qui vous est accordée? Effectivement, quand on est en Afrique, voilà, on est l'Européen. Quand on est en Europe, on est l'Africain. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Et surtout, quelle place pensez-vous qui est accordée à la diaspora ici, en France? Ici? Waouh! Mais si vous, on est toléré. Moi, ce que je vois en tant qu'immigré, j'oublie le mot artiste là, qui parfois pour moi ne veut rien dire. Parfois. Parce que artiste pour moi, c'est des chirurgiens, par exemple, c'est des artistes ou des grands architectes ou autres. Chanson, c'est artiste, peintre, c'est artiste. Mais bon, musicien, comédien, c'est artiste. Mais les vrais artistes, pour moi, c'est la chirurgie. C'était quoi encore la question? Je voulais savoir quelle place vous pensez que justement, je dis que nous, les gars de la diaspora, on est tolérés par rapport à ce qu'est la République. On le voit. Comment ça s'est passé? Après 1946, il y a eu d'autres problèmes qui se sont présentés à eux, les guerres de libération et d'indépendance, l'Algérie, ça ne s'est pas passé calmement. Tu as vu jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réglé les problèmes d'Algérie. Il y a toujours ces problèmes de haine, à toi le coupable, à moi. Nous, c'est pareil, l'histoire des colonisations, l'esclavage. Et après, bon, chacun son petit pays. Et c'est très difficile quand on est ici. On pensait, par exemple, moi, j'ai vu ma couleur, que je suis noir quand je suis arrivé en France. Et pourtant, là-bas, on voyait des blancs, des noirs, des jaunes rouges. Mais arrivé ici, tu comprends que, tiens, c'est pas pareil. Alors, je donne un exemple, par exemple. Je voulais faire un stage de montage dans une école d'art que je ne citerai pas pour ne pas leur créer des problèmes. Et ils avaient reçu mon dossier, ils avaient accepté mon dossier. J'étais déjà comédien, mais je voulais apprendre le montage en 16 mm, tout ça. Et on me donne rendez-vous, après m'avoir donné rendez-vous justement par lettre, votre dossier accepté, venez, et j'arrive ce lundi-là. Le gars, je viens dans le bureau, bonjour monsieur, je suis le premier à arriver, bonjour, c'est pourquoi? Je viens pour le stage, avec des yeux français, il me fait, attendez, j'attends. Et de 14h à 17h, j'ai vu plein de gens rentrer dans le bureau, sortir aussi sec. Et quand j'ai demandé à la secrétaire, mais madame, il y a un problème, puisque je n'y vais pas.
Elle me raconte des bêtises. Du coup, je rentre dans le bureau. Je vois le mec. Je dis, mais monsieur, il est presque 17h30. Ah oui, asseyez-vous. Je me suis assis. Dans ses yeux, j'ai compris que c'était foutu pour moi. Et il m'a posé des questions que j'étais venu apprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mm-hmm. Et après, je suis rentré chez moi le mercredi. J'ai reçu une lettre comme quoi il ne faut plus aller au cours. Donc, voilà la diaspora, comment on est. Et nous, par contre, comment nous nous voyons là? Ça, c'est plus important. Mm-hmm. On est aussi divisés. C'est des clans vaudouesques, des clans religieux, des clans chrétiens, des clans de travail, des clans musicaux, des clans... Voilà. On n'arrive pas à se retrouver humainement, comme j'ai dit, pour essayer de transformer les choses chez nous et puis avec les autres. Parce que, qu'on le dise ou non, c'est facile de critiquer la France tout le temps et de l'autre côté de critiquer l'Afrique. Mais tout ça, c'est un ensemble. Avant, ils disaient l'Empire. Mais nous, il y a des enfants métis aujourd'hui. Plein. Dans toute l'Afrique, ils ont eu des enfants métis avec les Arabes, avec les Français. Donc, où se situent-ils aussi ces enfants métis? C'est aussi délicat. Bon, moi, tout de suite, je peux me raccrocher à mon Afrique en me disant, je rentre chez moi. Mais il y en a plein, ils disent ça depuis des années, ils ne sont jamais rentrés, ils sont toujours là, soit clochards, soit ils font leur vie. Donc, la place, c'est la place qu'on veut bien se donner aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile, moi je ne vais pas mentir. Hein. On connaît ce que c'est que les diasporas nègres dans le monde, dites occidentales. Il ne faut pas me créer des problèmes. Hein. Pas du tout, je ne créerai pas. Et si on doit finir avec une note positive, quel serait votre plus beau message? Qu'est-ce que vous voulez? Une chanson? N'importe quoi, bon, c'est allez, à vous de voir. On chante une chanson. Allez, on chante, allez, on y va? Ouais, allez, je sais pas, il n'y a, 3, 2, a pas un musicien. Moi, j'applaudis si vous voulez, on y va? 1, 2, 3, allez. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille, soin. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait les glaces vanille et citron. Moi, j'aime bien les glaces au chocolat pour le bois, mais chez mon pâtissier, il y en a... C'est vendu. Bravo. En tout cas, vous venez là de suivre notre K-Podcast. Nous tenons déjà à la fin. Merci Basdem, artiste, interprète, franco-sénégalais une fois de plus. Merci infiniment de nous avoir gratifiés par votre présence. Merci. C'était des instants, en tout cas mémorables. Merci infiniment. C'est super parce qu'on n'a pas parlé boulot, c'est ça qui est bien. Merci, chers auditeurs, merci infiniment. Lale, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. Merci, justement. Choukran, on dit choukran. Mais arrêtez de me dire choukran, c'est arabe. Parce qu'au Tchad, on parle l'arabe tchadien, donc on dit chez choukran. nous aussi, on dit choukran en arabe, mais comment? Jarama, en Peul, on dit jarama, en Wolof, on dit djadjef, mais... Bon, on va dire jarama, djadjef, choukran, merci. Ahlan wa sahlan, choukran. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au revoir à la barakatuh. semaine prochaine.